Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? Je pense que c'est l'œuf. Moi, non, est-ce que c'est la poule? Pour moi, c'est la poule. Il a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. La poule, elle est bien née de quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? Mais tout de suite, on va commencer avec la chronique mathématique de Nadia. Oui, je vais d'abord vous rappeler l'énigme d'il y a un mois que Stéphanie vous avait présentée. Donc, Stéphanie avait profité de mon absence pour me mettre en scène dans l'énigme. J'étais partie en voyage faire l'ascension du Kilimandjaro. Donc, Stéphanie vous avait demandé d'imaginer que j'étais une athlète exceptionnelle qui monte le Kilimandjaro en 7 heures. Je partais le matin à 9 heures et arrivais au sommet à 16 heures. Je me reposais ensuite et repartais le lendemain matin à 9 heures en empruntant le même trajet que la veille. Donc, j'arrivais en bas encore à 16 heures. Et la question était de savoir s'il existait nécessairement un endroit sur le chemin où je serais passée à la même heure les 2 jours. Donc, la façon la plus simple de se représenter le problème est peut-être de s'imaginer que j'étais en voyage avec Stéphanie, disons, je la mets en scène moi aussi, et qu'on faisait le même périple à 1 jour d'intervalle. Donc, Stéphanie serait partie à 9 heures le matin, il serait arrivé au sommet à 16 heures. Le lendemain, j'aurais fait la même chose pendant qu'elle descendait. Mais puisque nous empruntions le même trajet dans les 2 directions, on aurait sûrement dû se croiser. En fait, ce que je viens de vous énoncer, c'est un problème qui est tout à fait analogue à celui que Stéphanie vous a décrit, donc que moi, je passe 2 jours de suite. Et donc oui, il existe nécessairement un tel endroit sur le parcours. Alors, en cette période des Jeux Olympiques à Rio, l'espace médiatique est largement occupé par ces Jeux. Et alors, Nadia, tu ajoutes ton grain de sel à cette frénésie en nous présentant certains liens entre mathématiques et Jeux Olympiques. Mais n'est-ce pas un peu inusité? Ben, moins que ça en a l'air a priori. Donc, on retrouve en effet des mathématiciens et des physiciens à Rio qui travaillent notamment avec les équipes sportives de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Donc, j'ai pas été capable de savoir, malheureusement, si les équipes canadiennes avaient de telles ressources. Donc, ces gens-là travaillent sur une diversité de problèmes. J'en ai retenu un aujourd'hui pour la chronique et c'était celui de la planification de la récolte de médailles. Donc, les médailles qu'un pays peut espérer gagner. J'ai pas pu me retenir de regarder le tableau des médailles avec excitation, comme beaucoup de gens d'ailleurs, et j'ai découvert que des chercheurs de la ville d'Essen en Allemagne ont construit un modèle pour prédire la récolte de chacune des nations. Ils ont pris en compte certains facteurs comme la taille de la population, parce qu'une plus grande population veut souvent dire un plus grand bassin pour aller repêcher des athlètes d'élite, mais aussi la richesse d'un pays, comme c'est souvent représentatif des sommes que les pays peuvent investir dans le développement des athlètes. Donc, l'indicateur choisi est alors le produit intérieur brut. Mais le facteur déterminant est un peu plus subtil et on va écouter la chercheuse Julia Bretman nous en parler. What can be shown is that there's a large persistence in Olympic success. So there are some countries that are always winning a lot of medals and some countries that will never win a medal. And that can not only be explained by observable factors. You can think of it such as a sports culture or how important is Olympic success. By considering the medals won in the last games, we can control for this consistency. Donc, c'était la chercheuse Julia Bretman qui nous décrivait en anglais que le principal facteur dans un modèle de prévision des médailles olympiques est en fait le nombre de médailles obtenues dans les Jeux passés. Donc, ce serait en fait le facteur le plus représentatif d'une culture établie du sport d'élite. Il expliquerait notamment qu'un pays comme l'Inde se retrouve rarement dans le haut du palmarès, lui qui a pourtant la 2e plus grande population du monde et un produit intérieur brut assez important. Donc, jusqu'ici, l'Inde a gagné aucune médaille aux Jeux de Rio. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres facteurs sociaux ou environnementaux qui influenceraient le succès olympique d'une nation? Donc, bien sûr, à part ceux dont je viens de vous parler, on peut ajouter 4 facteurs qui permettent de raffiner les estimations. Donc, d'abord, on peut concevoir que le pays hôte des Jeux a l'avantage de la foule, mais aussi que son gouvernement a largement investi dans des infrastructures sportives dans les dernières années. Donc, on lui accorderait, selon le modèle, quelques médailles de plus. On considère aussi que le prochain pays hôte va avoir une partie de cet avantage-là, en tout cas pour ce qui est des investissements. Le régime politique influencerait aussi les médailles d'un pays. Donc, ceux dont... ouais, étonnant, non? Oui. Ceux dont l'économie est en partie ou totalement centralisée, ou encore les régimes plus autoritaires, chercheraient à s'attirer un certain respect qu'ils obtiendraient par le prestige des médailles. Ce serait donc pas anodin que des pays comme la Corée du Nord ou le Kazakhstan figurent parmi les plus couronnés des Jeux. Et enfin, l'équité entre les sexes joue un certain rôle dans la mesure où la moitié des médailles environ est décernée aux femmes. Donc, les pays où l'équité entre les sexes est plus fragile ont moins de chances de remporter des médailles, du moins dans les compétitions féminines. OK. Et alors, côté mathématiques, comment s'amalgament tous ces facteurs, Nadia?
En fait, c'est un peu de façon expérimentale. Donc, les chercheurs se sont basés sur les récoltes de médailles des Olympiques passés, soit ceux des Jeux d'été de 1996 à 2008. Ils ont ensuite ajusté la valeur des différents indicateurs. Donc, par exemple, en ce qui a trait à la population, on ne peut pas déterminer que le nombre de médailles est directement proportionnel à la population ou à la richesse. En fait, cet impact-là ralentit quand la population devient très grande. Donc, la valeur choisie pour ces indicateurs, au lieu du nombre brut, va être celle du logarithme de la population ou du produit intérieur brut. Ensuite, pour pondérer chaque indicateur, les chercheurs ont fait ce que les statisticiens appellent une régression sur le nombre de médailles obtenues dans les derniers Olympiques. Ils ont donc choisi les ponctions pour chacun des facteurs qui sont les plus près de la réalité. OK. Et enfin, quelles sont les prévisions alors des chercheurs pour les Olympiques en cours en ce moment à Rio? En fait, les chercheurs viennent tout juste de réajuster leur modèle au début des Olympiques suite à la disqualification de certains athlètes russes pour un système allégué de dopage à grande échelle. Et le top 5 réajusté serait, donc en pôle position, les États-Unis, suivi de la Chine, le Royaume-Uni, la Russie et le Japon, ce qui correspond exactement à la tête du classement actuel. Donc, on est juste à la moitié des Jeux, mais quand même, ça donne une idée de ce qui est à venir. Plus largement aussi, je me suis permis de comparer les 16 pays les plus prometteurs selon le modèle, et c'est d'ailleurs plutôt fidèle. Donc, seulement 2 pays affichent pour l'instant une importante différence entre les prévisions et la réalité. C'est l'Ukraine et le Brésil qui récoltent beaucoup moins de médailles que prévu. Donc, dans le cas de l'Ukraine, il faut quand même noter que c'est un pays qui a vécu beaucoup d'instabilité dans les dernières années, et ça, c'est pas pris en compte par le modèle. Donc, seulement le Brésil détonne par rapport au modèle, et peut-être que finalement, le modèle donne une trop grande importance à l'avantage de recevoir les Jeux. Mais on peut quand même s'étonner de la fiabilité du modèle. Tout à fait. Et alors là, pour terminer, Nadia, tu nous présentes l'énigme mathématique de cette semaine. On t'écoute. Oui, c'est ça. Donc, je vous explique ce qu'est un nombre premier. C'est un nombre qui n'est divisible que par 1 et par lui-même. Et par convention, le nombre 1 n'est pas premier. Donc, par exemple, le nombre 5 est premier parce qu'il n'y a ni 2, ni 3, ni 4 divise le nombre 5. Mais 4 l'est pas puisque 2 divise 4. Donc, par 2 divise 4, on entend qu'il existe un nombre tel que multiplié par 2 donne 4. Donc, ici, 2 fois 2 est égal à 4. Et la question, c'est est-ce que tous les nombres pairs plus grands que 2 peuvent s'exprimer comme une somme de 2 nombres premiers? Donc, par exemple, 6 est égal à 3 plus 3 et 3 est premier. 8 est égal à 3 plus 5 et 3 et 5 sont premiers. Qu'en est-il de la suite des nombres pairs? OK. Bon, on va réfléchir à tout ça, donc.